Bonsoir à tous, nous sommes en direct. Je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir un nouvel invité de l'écosystème crypto francophone et même international, Jonathan Chemoul, CEO de Aleph.im, qui sera ce soir avec nous et qui va nous raconter son parcours, l'à propos de Aleph, et puis même que tu parleras plus généralement d'intelligence artificielle, de gaming, de crypto en général. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel, Jonathan, Merci Benoît pour l'invitation. et bonsoir à vous tous. Donc là, les gens vont gentiment nous rejoindre. Ça prend toujours quelques petites minutes. Je te propose de commencer par les questions classiques. Hein. On t'avait reçu avec Samy il y a de cela quelques temps déjà, mais est-ce que tu pourrais nous rafraîchir la mémoire, nous reparler de ton parcours, comment tu en es arrivé au crypto, qu'est-ce que tu fais actuellement, et puis nous présenter un petit peu Aleph. N'hésite pas à partager ton écran s'il y a lieu. Voilà, dis-nous en plus. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Jonathan Chemoul, aussi connu sous le nom de Moshe Malawar sur Twitter, Telegram, etc. En fait, c'est une blague, c'est mon deuxième prénom, Moshe, et ce que j'avais mangé ce jour-là, qui est un Malawar, qui est un plat yéménite, et donc ce jour-là, j'avais mangé ça, et donc voilà, c'est mon nom d'agent. C'était assez drôle. Et donc, je suis développeur depuis que je suis tout petit. Honnêtement, j'ai toujours bidouillé, développé, etc. Et donc, j'ai bossé en tant que freelance dans la banque. J'ai fait des startups. J'en avais fait une qui s'appelait Paris Envie, qui était sur les bars et les restos dans Paris. Bon, j'ai fait plein de trucs. Et aussi j'ai aussi fait de l'IoT en conseil. Et donc, j'avais aussi développé des produits. Et au bout d'un moment, je suis arrivé au Web3 et je me suis dit, dans le Web3, c'est intéressant. À l'époque, ça ne s'appelait pas du tout le Web3, c'était que la blockchain et que le Bitcoin d'ailleurs au début. Après, il y a eu Ethereum. Je me suis dit, mais en fait, on peut faire plus que ça. Et si on croisait ces trucs-là pour faire des sites internet décentralisés, quoi. Parce qu'à la base, Ethereum, l'idée, c'était quand même d'avoir un ordinateur décentralisé. Sauf qu'au final, surtout des smart contracts. Et donc, en essayant, en bidouillant, je me suis dit qu'il manquait plein de briques. Et donc, c'est comme ça que j'ai rajouté des briques à une blockchain chinoise qui s'appelle Nulls. Et après, petit à petit, je suis sorti de ce carcan-là. Je me suis dit, en fait, tout ce que je fais, c'est un layer 2 ou layer 0 un peu universel qui pourrait être séparé de tout ça, pour être actif sur toutes les blockchains. C'est comme ça qu'est né Aleph.im. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, en fait, de faire un cloud décentralisé. Parce qu'en fait, tout le monde utilise, AWS dans la plupart des cas. En réalité, AWS, c'est extrêmement centralisé. Le jour où ils veulent vous virer, vous virent, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de, si on virait AWS, si on faisait du computing et du stockage décentralisé. Donc, la dernière fois que je suis venu sur un live Journal du Coin, c'était il y a peut-être 2 ans maintenant. Ouais. Le projet était beaucoup moins évolué. On a maintenant maintenant, en fait, on a les virtual machines qui sont live sur le réseau, qui permettent de faire vraiment du computing sur le réseau. Donc, c'était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir des serverless VM d'un côté, des long running VM, etc. Je pourrais en parler un peu plus en détail après, mais en fait, on a eu beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées sur le réseau, et aujourd'hui, on peut vraiment se targuer de pouvoir concurrencer un AWS, quoi. Oh, attends, ça c'est quand même une punchline forte, hein, parce que c'est quand même un monstre. Alors, pour résumer, donc toi, tu es développeur et entrepreneur. Alors, développeur depuis toujours et entrepreneur aussi depuis toujours, quasiment. Tu as travaillé dans beaucoup de secteurs. Et donc, tu as lancé Aleph, donc on va dire computing et storage décentralisé actuellement. Exactement. Avec l'ambition de concurrencer, par exemple, un acteur d'une taille comme Amazon. Alors, moi, ce que j'ai retenu là où tu me surprends, c'est que en général, la décentralisation se fait au prix de l'efficience. Donc, Ouais. AWS a un inconvénient majeur, c'est qu'il est centralisé. Donc, effectivement, tu peux tomber, tu es un peu à la merci du tiers, hein, comme un exchange d'ailleurs. Hein, voilà, c'est pas très différent. Par contre, ça fuse. Normalement, ça compute rapidement, ça stocke beaucoup, c'est censé pas être cher. Donc, vous arrivez à être en. Puis on répondra aux questions des gens, en fait. Hein. Quelle est la différence avec Akash, Filecoin, Arweave? Ça faisait partie d'ailleurs du fil de la. Mais déjà, comment vous arrivez à vous positionner par rapport aux leaders du Web 2?
Alors, l'idée, c'est que, donc, je parlais un petit peu de computing tout à l'heure. On a les serverless VM qui sont, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de, en fait, AWS Lambda. C'est-à-dire, on appelle ça des functions as a service. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on met un bout de code quelque part, et quand on appelle sur une adresse, ça va lancer le bout de code quelque part sur une machine, processer la requête de l'utilisateur par ce bout de code et renvoyer un résultat. OK? Ça, c'est extrêmement efficient chez, en fait, AWS. Et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'avoir 10, 20, 30, 100 serveurs. Vu qu'il le lance à la volée, ça va aller grossir tout seul et fonctionner tout seul. Ça, c'est très bien. Bah, nous, on propose ce même genre d'efficience avec les serverless VM sur Aleph. Et la vérité, c'est qu'on utilise les mêmes tech stacks qu'eux. AWS a réalisé en open source une brique principale qu'ils utilisent. En fait, là, en fait, la logique qu'il y a autour, on va réutiliser cette brique-là et on a écrit notre logique autour dans le réseau Aleph. Et donc, en fait, chaque computing resource node, en fait, sur Aleph, on a deux types de nœuds. On a les core channel nodes qui sont les nœuds contrôleurs du réseau et les computing resource nodes qui sont les nœuds qui, en fait, proposent de la puissance de calcul. Et donc, ces computing resource nodes, en réalité, c'est des superviseurs de virtual machines. Ils vont aller lancer des virtual machines, vérifier qu'elles tournent bien, etc. Voilà, ouais, exactement. C'est les core channel nodes ici. Et il y a un onglet du coup aussi pour les computing resource nodes, qui sont ceux qui vont aller proposer de la puissance de calcul. Et donc, du coup, c'est eux qui vont proposer la puissance de calcul, c'est eux qui vont aller lancer ces VM. Et le réseau va aller les noter et leur donner un score. Ils vont être plus ou moins bien payés selon qu'ils répondent vite aux requêtes, qu'ils fonctionnent bien, tout simplement. Donc, c'est en fait ce qui va nous permettre d'avoir une bonne efficience là-dessus. Donc, voilà sur la partie efficiente. Ensuite, on a ce qu'on appelle les instances qui sont équivalents aux instances Digital Ocean ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va aller demander une virtual machine qui va avoir 2 gigas de RAM, 2 CPU, X gigas de stockage, et le réseau va aller nous l'allouer quelque part et nous donner accès pour aller s'y connecter. Ça, en fait, c'est les instances. Ça, pour le coup, encore une fois, on utilise des technologies de gestion de VM qui sont utilisées par les leaders du marché, qui s'appuient toujours sur des technologies open source. Et donc, c'est là où c'est qu'en fait, on va utiliser les mêmes technologies. Et vu que notre logiciel, il tourne sur des machines aussi, en fait, ça va être tout aussi efficace. Donc, on n'a pas de problème d'efficience parce que là, on va utiliser des technologies purement Web 2, mais en s'appuyant sur le réseau Aleph.im qui propose une base de données décentralisée et du stockage décentralisé pour avoir la partie décentralisation dessus. Donc, on ne perd pas en efficience par rapport à un AWS, Digital Ocean, etc. Mais ok, mais on est d'accord que j'allais dire marketplace, c'est peut-être pas une marketplace, mais Ouais, ceux qui ouais, ok. Et ces gens-là, en fait, ils ont des contraintes pour faire tourner un nœud sur Aleph. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça rémunère? Comment ça rémunère et quelles sont les contraintes, les ressources? Alors, il y a deux types de nœuds. Les core channel nodes, qui sont les contrôleurs du réseau, c'est un peu comme des validateurs sur un autre réseau. Pour cela, il faut 200 000 Aleph pour le créer. Et en ce moment? Pardon? En ce moment, je pense que c'est, allez, on va dire 0,8 centimes, disons. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça fait à peu près 16 000 $ à peu près pour avoir un nœud contrôleur du réseau. Et ensuite, il faut avoir 500 000 Aleph stakés dessus, mais ça, après, n'importe qui peut venir le staker dessus. Voilà. Et ensuite, les computing resource nodes, il n'y a pas besoin d'avoir de Aleph pour lancer un. Par contre, il faut qu'un core channel node vote pour notre computing resource node. Et chaque core channel node aujourd'hui peut voter pour 3 nœuds. Et donc, ce qu'on va avoir d'ici fin d'année en alpha et début d'année prochaine en bêta, c'est ce qu'on appelle le pay as you go, parce que là, actuellement, on est payé quoi qu'il arrive. On a ce qu'on appelle une paie minimum pour lancer des trucs. En fait, le pay as you go, c'est-à-dire que quand on va aller lancer une instance, on va aller demander une certaine ressource, on va créer un flux de paiement directement du wallet de l'utilisateur vers le wallet du nœud qui va aller faire tourner l'instance. Et donc, du coup,
On va dire, par exemple, je veux une VM avec 2 CPU, 2 Go de RAM, etc. Le coût sur l'instance qu'on aura choisi va être, mettons, de $20 par mois. Bah, du coup, on va créer un flux de paiement de $20 par mois vers le nœud en question, avec une petite partie qui va aller vers le réseau, qui servira à rémunérer les validateurs du réseau, etc. Petite partie burn. Au passage, on est encore en train de finaliser vraiment les tokenomics là-dessus. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir ouvrir au Core Channel Node la possibilité de voter pour plus de trois Computing Resource Nodes. Donc, ils pourront en avoir plus que 3. Par contre, au-delà, ils n'auront pas la paie minimum. Ils seront payés que à l'usage. Donc, en fait, s'il y a 1000 personnes qui demandent des instances et qu'il n'y a plus assez de place sur le réseau, ça va aller taper sur les nœuds, entre guillemets, surnuméraires, qui vont être rémunérés en flux, en continu, donc soit en Aleph, soit en stablecoin. Ok. Donc, il y a une partie de rémunération en inflation et une partie de rémunération par l'usage. Exactement. Donc, les 77 élus ou disons, les 79, un peu, enfin, les 77, je crois, là, en France, eux, ils reçoivent l'inflation, quoi qu'il advienne, et plus l'usage, éventuellement. C'est ça. En fait, sur les Core Channel Nodes, eux, ils vont avoir l'inflation plus un peu d'usage. Et sur les Computing Resource Nodes, il y en a en gros 200. Les 200 actuels, ils vont avoir inflation plus un peu d'usage. Et les suivants, ils vont avoir que l'usage. Ça rapporte combien en ce moment? Alors, actuellement, pour un Computing Resource Node, on va les regarder ensemble. Il y a en fait je peux peut-être partager mon écran. Partage en bas. Tu as un petit onglet. Alors, fenêtre, hop. C'est bon, vous voyez mon écran? Hop, je t'ajoute. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a les Computing Resource Nodes. Si on regarde ici, ces nœuds-là, ils gagnent 2193 Aleph par mois, ceux-là 2770, etc. Donc en fait, un Computing Resource Node, il va gagner en gros entre 2000 et 3000 Aleph par mois. Ouais. En fait, 2820. Pourquoi est-ce qu'il y a une disparité? C'est parce que selon leur note de décentralisation et leur note de performance, ils vont avoir une rémunération différente. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui allaient chez par exemple Hetzner, qui est vraiment pas cher en tant que provider de nœuds. Mais le problème, c'est que si on se retrouve avec tout le réseau sur Hetzner, on a un réseau centralisé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que par exemple, ceux qui sont aujourd'hui sur Hetzner, ils vont gagner beaucoup moins. Donc, si on regarde 2394, ils sont chez OVH. Et on va en avoir qui vont être payés 1888, ils sont chez Hetzner. Ok. Et donc, en fait, plus on est chez un provider exotique, là où il y a le moins de nœuds, donc dans en fait une zone où on va avoir le moins de nœuds déjà du réseau, plus on va gagner. Ok, je suis en train de regarder. Alors, il y a des questions. Je te fais remonter les questions qui étaient pertinentes d'ailleurs. Quel est le niveau déjà technique pour lancer un nœud? Enfin, quels sont les niveaux pour créer un. Hop. Donc, je suppose que c'est niveau technique, parce que tu as dit les prérequis qui étaient en détention de token. Donc, évidemment, c'est la caution qui détermine le comportement des individus. En général, ça, c'est un classique. C'est tout le concept du staking. Tu ne te comportes pas pareil dans un appartement quand tu as laissé une caution ou quand tu n'en as pas. C'est pareil sur les réseaux décentralisés. Ensuite, il y a évidemment sans doute des requis techniques. Alors, les prérequis techniques, il faut des machines quand même relativement puissantes pour la partie exécution de VM. On parle, je crois, d'un octocore, un truc comme ça minimum. 8 ou 12 cœurs minimum. On peut retrouver l'information sur aleph.im ici. Et on va sur la documentation. Et donc, un Computing Resource Node, Introduction, Hardware Requirements. Et donc, minimum 8 cœurs, 16 threads si on a un CPU de gaming, et minimum 12 cœurs, 24 threads si c'est un CPU de data center. Donc, voilà un petit peu. Après, en termes techniques, il vaut mieux savoir un petit peu faire d'administration réseau. Parce qu'on est quand même administrateur d'une machine qui fait partie d'un cloud. Il faut savoir un petit peu gérer ça. Un minimum de niveau en Linux, c'est un prérequis quand même. Ok, je continue avec les questions parce que là, c'est pas mal. Tu as piqué l'intérêt des gens. Donc, comment vous vous différenciez de tous les cloud providers actuels? Et peut-être, tu vois, quelle différence avec Akash, Filecoin, Arweave?
peut-être, voilà, qui sont des solutions de stockage pour la peine, là, j'ai vu. Ou peut-être, moi, je te rajoute un iExec, je pense qu'il faisait du computing Effectivement. décentralisé à l'époque, des choses comme ça, quoi. Alors, par rapport au provider Web 2, ben, on va se différencier par le fait que c'est pas centralisé. Donc, si on est en train de travailler à des systèmes qui sont pas encore là, mais sur lesquels on travaille, d'avoir un système de disaster recovery automatique où en fait, on va avoir des images qui vont être prises des VM. Et comme ça, s'il y a un provider qui tombe, parce qu'il y a un data center qui est en feu ou alors qui veut plus être provider sur Aleph, raison X ou Y, le réseau va aller remettre la VM ailleurs et donc rediriger les flux de paiement aussi. Et donc, on va avoir une perte minimale. Si en fait on se fait virer d'un endroit, c'est pas grave, le réseau va aller nous mettre ailleurs. Donc ça, c'est le gros intérêt. Un autre intérêt, c'est que en termes d'overreach, en termes de mainmise légale, on peut choisir là où on est hosté un peu partout, et selon les législations, on peut avoir des règles diverses et variées. C'est surtout important, par exemple, sur l'IA ou ce genre de choses, ou pour la DeFi. Donc, clairement, pour la DeFi, c'est un gros plus. Maintenant, comment est-ce qu'on va se différencier d'un Akash, par exemple? C'est qu'on va avoir une connectivité IPv6 complète. En fait, on se base beaucoup sur l'IPv6. Pour la petite histoire, il n'y a plus beaucoup d'IPv4 aujourd'hui dans le monde. Donc, vu qu'il n'y a plus beaucoup d'IPv4, qui sont la façon dont on a en fait adresser une machine sur Internet, on se retrouve avec des espèces de trucs pour en fait traduire une adresse en une autre, etc. Et ça devient immaintenable. Surtout quand on va avoir des gens qui vont avoir une connexion avec une seule IPv4, ils vont pas pouvoir la proposer à plein de gens derrière. Donc, c'est grâce à l'IPv6, qui est la nouvelle depuis déjà 20 ans, hein, mais qui enfin arrive vraiment, on va pouvoir offrir à chaque VM du réseau une IPv6 séparée. Autre chose, on a aussi la partie serverless computing, dont en fait je parlais tout à l'heure, qui sont les micro-VM. Ça, typiquement, c'est une valeur ajoutée énorme parce que on va pouvoir avoir son code qui va aller se lancer sur en fait 100 machines s'il le faut, sur 1000 machines s'il le faut, et le réseau qui va faire tourner son code peut grossir de façon totalement automatique. Maintenant, par rapport à d'autres acteurs du marché qui aussi proposent du serverless comme ça, en général, c'est pas avec des virtual machines Linux. Nous, c'est un vrai Linux basique. Alors que pour eux, il faut tout redévelopper dans un autre langage ou sur un autre système de virtualisation. Là, en l'occurrence, tant que son code tourne sous Linux, dans la plupart des codes, ça peut tourner sur Aleph. Donc voilà un petit peu. Et moi, j'ai une question simple. Quels sont les usages actuels? C'est utilisé par qui et comment et pourquoi actuellement? Et ensuite, peut-être que tu pourras nous faire un petit historique, où c'est que vous en êtes, peut-être la roadmap, parce que tu vois, il y a une autre question, tu vois, que je pense qui était sur la capacité du réseau. Est-ce qu'un render peut tourner sur votre réseau, ce genre de choses, tu vois? Donc, il y avait mais les usages actuels et peut-être à venir, tu vois ce que je veux dire, une prospective, en fait, c'était. Bien sûr. Alors, en usage actuel, on a quelques entreprises qui utilisent Aleph. On a quelques protocoles qui commencent à mettre leur back-end du coup sur le réseau Aleph. On a des solutions d'IA qui tournent sur Aleph. Libertai, par exemple, pour en reparler plus en détail. Si jamais tu veux nous faire une démo, c'est toujours plus parlant. Donc ça, c'est par exemple, c'est un cas d'usage direct de votre techno. C'est ça. Là, en fait, ça va utiliser les serverless virtual machines, en l'occurrence. On peut l'utiliser maintenant. D'ailleurs, pour les développeurs ici dans la salle, il y a aussi une API pour utiliser l'IA décentralisée. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est assez pas mal parce que si on regarde l'API URL, c'est une adresse d'une VM Aleph directement. Donc, en fait, ça tourne directement bien sur Aleph. Alors ici, bonjour, je suis en live et je fais une démo. Dis bonjour. Donc, normalement, si j'ai pas de démo effect, bonjour, je suis ravi de vous assister à la démonstration directe. Comment puis-je vous aider dans le cadre de cette session? Si vous avez des questions, informations, n'hésitez pas à me les poser. Et
quel est le niveau d'intelligence de cette intelligence artificielle? Parce que moi, j'ai longtemps été habitué aux stupidités artificielles et Ouais. on a quand même évolué, hein, c'est-à-dire que elles ont gagné quelques points de QI. Alors sur certains sujets, pas toujours, mais je dois reconnaître que OpenAI est quand même impressionnant. Eh On est comment? bien, pose-lui une question. Vas-y, dis-moi ce que je peux lui poser comme question. Non, mais moi j'ai que des questions idiotes, hein. Est-ce que le token va monter? Du coup, moi, vas-y, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? J'en sais rien, moi. Bon, alors après, je suppose que c'est un Wikipédia, hein. Alors, pas directement. Attends, est-ce que c'est actuel? Quel est le président de l'Argentine? Ah non, il l'aura pas. Cette information, il l'aura pas. Ouais, mais Mais on est en train, enfin, Liberté, en fait, l'idée, c'est que sur Libertail, il va pouvoir y avoir une façon pour Libertail d'aller rechercher des données sur Internet. Pour en parler un petit peu après, tu vois. À mon avis, il aura pas la bonne info parce qu'il est pas. Et Mauricio Macri qui a pris ses fonctions. et tu me fais plaisir. J'ai quand même réussi à lui faire dire une bêtise, donc c'est une petite fierté personnelle. Mais je Rapidement pense et que donc il est préférable de vérifier. Mais pour le coup, ah, avec l'évolution qui est de pouvoir aller rechercher sur Wikipédia et faire des recherches Internet, ah ouais, quand est le prochain halving de Bitcoin. Bitcoin? On est en 2023, au cas où il n'était pas au courant. Vas-y. Mai-juin 2024, le temps de halving est fixé à environ 210 000 blocs minés. En temps donné, nous sommes en 2023, il reste encore un peu plus d'un an que cela ne se produise. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, ils sont, et après, je pense que le problème que quand j'ai fait ma question, qui était évidemment vicieuse, c'est pas spécifique à Liberté. Je pense qu'OpenAI n'aurait pas pu. C'est le principe Exactement, exactement. Sans les plugins d'accès à Internet, t'as pas l'info. Et là, en l'occurrence, il va y en avoir un. Et donc, là, en l'occurrence, on est sur un niveau d'intelligence proche de GPT 3.5. Ok, bah c'est quand même. Et ça tourne sur un réseau décentralisé, utilisable aujourd'hui avec une API. Honnêtement, c'est le seul sur le marché qui a ça. Et c'est gratuit d'accès? C'est-à-dire que là, qu'est-ce que tu as dû faire? Moi, je me souviens, je me suis connecté. Tu connectes un wallet, tu signes un message, me Alors semble-t-il. là, en l'occurrence, j'ai même pas connecté de wallet, ça fonctionne. L'idée de connecter un wallet, c'est que pour l'instant, tout est totalement privé entre toi et l'IA. Ok. L'idée, c'est que plus tard, dans l'idée de Libertai, c'est que tu puisses connecter ton wallet. Tu peux commencer un payment stream pour avoir un abonnement premium, pour avoir accès à des meilleurs modèles ou alors être en premier qui est dessus. Et ben justement, la question quid du données traité, pour l'instant, c'est un réseau décentralisé, personne ne les voit. L'idée, c'est qu'on va pouvoir connecter son wallet et dire je suis d'accord pour partager mes données et je suis d'accord pour être rémunéré pour partager mes données. Alors Et pour là, donner déjà, un feedback. ok, mais merci. Hop, là, écoute, les gens s'excitent, donc je suis content. Toi, évidemment, tu vas avoir du travail, hein. Donc ça, c'est une question technique. Un LM qui va, alors, bloqué sur Internet qui se base sur un vaste lac de données d'entraînement, ça, en l'occurrence, je vais devoir rentrer un petit peu dans la technique. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà des fonctions que tu peux appeler. Et donc, on va lui dire, tu as une fonction qui est recherche DuckDuckGo, une fonction requête Wikipédia. Par derrière, on lui dit, on plug du code sur ces fonctions et on lui dit, bah, plutôt que de me donner une réponse, tu vas me faire un appel de fonction d'une certaine manière. Et lui, ensuite, il va respecter ce type d'appel de fonction. L'utilisateur ne va pas le voir. Ça va faire l'appel de fonction caché à l'utilisateur. Ça va renvoyer le résultat au LLM. Ensuite, le LLM va utiliser ça pour générer la prochaine réponse. Non, mais tu sais, Jonathan, elle est pénible cette question. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, ce genre de plugin? Bah oui, ça marche. Voilà, ça marche bien. Non, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est satisfaisant. Ouais. Au-delà de la technique, le résultat est bon. Ouais. Et ça va arriver, ça arrive. Ouais, ça arrive dessus, ouais. Attends, et là, par contre, je suis d'accord. Quel est l'intérêt de faire des recherches via une blockchain? Donc, il y avait un aspect privacy ou pas? Il y avait, enfin, Alors là, en l'occurrence, on fait pas du tout des recherches via une blockchain. Là, en fait, Oui, c'est vrai d'ailleurs. la partie blockchain, en fait, Aleph n'est pas une blockchain. Aleph.im, c'est un cloud décentralisé. Aleph.im n'utilise la blockchain que en tant que timestamping, signature, etc.,
pour les images de VM et tout. Ici, c'est un réseau décentralisé, en gros, qui va servir à l'inférence, c'est-à-dire à la génération de texte. Donc, en fait, là, pour l'instant, on ne parle pas du tout avec une blockchain, là. Là, en fait, la blockchain, elle va juste être là. C'est de l'infra, comme The Graph, comme. Exactement. C'est de l'infra qui utilise des techno blockchain derrière. Ok. Et moi sur le stockage, parce qu'il y avait une partie il y avait une partie peut-être exécution, donc ça c'est ce dont tu as parlé, peut-être le computing, donc c'est-à-dire que c'est les serveurs, le stockage de la data, parce que ces langages de modèles, ils ont besoin de gros ensembles de données qui sont stockés où Alors un instant, je vais faire un partage parce qu'en fait je me rends compte que ça va être plus simple avec mes slides. Un petit instant. Ah oui, là, les gens veulent savoir. Hein. Ils veulent savoir. Alors, toc. Pour le coup, c'était. Parce que moi, je sais qu'en fait, il y a des bons. L'intelligence artificielle, c'est quand même une révolution. Donc moi, je suis moins. Je sais que toi, c'est quelque chose, un sujet qui te passionne et dans lequel tu es en plein dedans. L'efficacité a quand même augmenté de façon drastique et donc c'est vrai que c'est enthousiasmant, mais les limites, tu vois, c'est souvent, il y a par exemple le politiquement correct, il y a des petites horreurs qui font que une entreprise centralisée qui pourrait être tenue responsable des réponses de son IA devenue méchante, voilà, va peut-être être tentée de brider ces intelligences artificielles et pour des raisons politiques, alors qu'on aimerait avoir le résultat sans censure politique. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de décentraliser l'IA, c'est afin que, un petit peu comme pour la monnaie, on aimerait que la technologie soit neutre Exactement. Personnel, de cette chape de plomb politique qui fait que. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi, c'est que là, du coup, c'est des modèles qui sont pas censurés, c'est des modèles open source directement mis dessus, non censurés. Je vais revenir un petit peu en arrière, histoire de donner un peu d'historique sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à décentraliser une IA, par exemple. L'idée, c'est que dans le passé, c'est-à-dire il y a un an, les gros LLM type ChatGPT tournaient sur des grosses cartes NVIDIA A100. Avant ça, sur des V100, maintenant sur des H100, H200, etc. Chacune de ces cartes coûte 20 000 euros. Il en faut 8 à peu près pour faire tenir. En fait, il en faut plusieurs pour faire tenir un chat GPT pour un utilisateur. Ça coûtait très cher. Il fallait des grosses fermes de serveurs, etc. Ça coûtait une fortune. Meta a décidé de lancer son modèle Llama et ensuite il a leaké, il s'est retrouvé dans la nature. Et là, tous les gens commençaient à jouer avec parce qu'ils s'intéressaient. Ça y est, je peux enfin aller mettre les mains dans le cambouis et jouer avec, etc. Et donc du coup, les gens se sont mis à bidouiller avec. Les développeurs open source du monde entier s'y sont mis. On s'est retrouvé avec une effervescence et en un mois, on pouvait le faire tourner un Llama sur une carte graphique chez soi plutôt que sur une A100. 2 mois plus tard, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle de la quantization de plus en plus basse, c'est-à-dire qu'une image en 16 bits de couleur, c'est une photo normale, c'est-à-dire en 16 bits ou 24 bits. En 8 bits, en couleur indexée, on voit encore l'image, on ne voit pas trop la différence. Et si on baisse, on commence à voir des petits points sur la couleur de l'image, mais on reconnaît toujours l'image. C'est pareil sur un modèle, et donc on a baissé la précision des modèles. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait baisser même à 4 bits, 3 bits, 2 bits. On n'avait pas une perte aussi énorme que ça. Et il y a des gens qui ont commencé à réécrire tous les systèmes de attention, etc. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire réapprendre sur les modèles Llama avec ce qu'on appelle des LoRa, où on rajoute des paramètres à chaque étape de la génération de texte. Et on se rend compte qu'on pouvait le rendre beaucoup plus intelligent juste en le faisant parler avec ChatGPT, par exemple, entre guillemets. On lui rajoute des conversations avec ChatGPT. On lui fait apprendre une partie de l'autre IA. Et après, on baisse la précision et on arrive à faire tourner ça sur CPU. Et sur des petits GPU. Et donc, on arrive avec un modèle comme GPT 3.5 qui est à 200 milliards de paramètres. On arrive à avoir un résultat aujourd'hui à peu près équivalent avec juste 7 milliards de paramètres. Et donc,
aujourd'hui, Llama version 2 est sortie en juillet 2023, il est devenu légal. Ensuite, il y a eu Mistral, etc. Il y a eu plein d'évolutions. Et aujourd'hui, on a des modèles libres, open source, qu'on peut utiliser sur une IA décentralisée, enfin sur un réseau décentralisé, qui va tourner sur des micro-VM, et on arrive à ce résultat-là. Donc voilà un petit peu. Maintenant, pour la partie technique de comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est la question que j'ai eue ici. En gros, à la demande, le réseau va aller trouver un nœud pour l'utilisateur. Quand en fait on fait une requête, le réseau va aller trouver un nœud pour l'utilisateur, va charger la VM avec le logiciel d'inférence qui est la génération de texte. Il va charger le modèle depuis IPFS, qui est un système de stockage de fichiers décentralisé, PIN par le réseau Aleph. Il va commencer à gérer le contexte, commencer à renvoyer le résultat à l'utilisateur, et ensuite il va garder la machine virtuelle encore chaude, entre guillemets, pour l'utilisateur, pour que les fois suivantes, il n'ait pas à recalculer le contexte. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu comment on y arrive techniquement. Et un exemple applicatif, c'était Libertai. Libertai. Voilà, c'est ça. Qui faisait toutes ces étapes. Et donc, on avait quand même, la réponse était relativement rapide, c'était fluide quand même, c'était agréable. C'est-à-dire que, donc, c'est pas mal. Alors, il y a quelques petites questions que je fais remonter. Est-ce que vous supportez les GPU? Donc, je suis pas, moi, vous savez, je suis pas forcément le plus grand des techniciens, mais je suppose que là, c'est toi, tu fais, chez vous, ça tourne, c'est du CPU? Je suppose c'est du CPU. On a un support GPU prévu pour l'année prochaine. Ok. Donc, l'intérêt du support GPU, c'est une très bonne question, c'est que on va pouvoir supporter ce qu'on appelle du fine tuning. On va pouvoir supporter de faire apprendre les modèles encore plus sur le réseau. On va pouvoir faire de l'apprentissage sur le réseau Aleph et pas que de la génération de texte. Ça va aussi, bon, ça en fait, ça fonctionne déjà sur CPU, la génération d'images, les modèles multimodaux, les générations d'audio, etc. Il me semble que nous avons un public d'ingénieurs ou de développeurs ou en tout cas de geeks, donc je les en remercie de nous écouter. Donc tu as des questions de bytecode, je ne suis pas sûr de comprendre toutes les questions, mais je te les pose et je te laisse t'en débrouiller avec, je suis désolé. Alors, si par le bytecode, on parle du code du modèle et autres, oui, aujourd'hui c'est ouvert, on peut aller lire totalement le code des modèles parce qu'ils sont open source. De toute façon, et oui, on peut aller voir ce qui se passe dedans. Par contre, si on parle de la discussion entre l'utilisateur et la... Moi, c'est ce qui m'intéresse, par exemple. La discussion, techniquement, le chemin, il n'y a aucun log. L'utilisateur, il peut même aller directement sur des CRN sans passer par des load balancers ou ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, il va avoir que la VM, il va avoir que le computing resource node. Après, quelqu'un de mal intentionné sur le computing resource node pour aller écouter ce qui se passe et intercepter les requêtes. Oui. Okay. Man in the middle. C'est ça. Mais vu que le réseau, il change sans arrêt de nœud et notre conversation se retrouve sans arrêt à changer d'un endroit à l'autre, il faudrait qu'il ait beaucoup de chance pour y être. Mais oui, il pourrait. C'est là où on va arriver avec une autre amélioration du réseau. Tac, 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 tac. On avait parlé de ces deux types de VM. Ce qu'on va avoir, c'est des confidential VMs. Plutôt Q1 2024. L'idée, c'est qu'on va chiffrer totalement, on va louer un processeur de la machine, on va chiffrer totalement la RAM et le stockage sur des processeurs spécifiques qui vont permettre de faire du confidential computing. Et donc aussi, pour l'IA, ça peut avoir du sens. Si on a des contenus un peu plus sensibles, sur lequel on veut même pas que par hasard, en ayant plein de nœuds, il arrive quand même à avoir l'inférence qui se fait. On peut le faire ça avec du confidential computing. Et donc ça, on l'aura en Q1 2024, basé sur, pour ceux qui connaissent, vu qu'il y a l'air d'avoir des personnes assez techniques ici, basé sur AMD SEV. Et donc c'est le seul truc qui a pas encore été, qui a été cassé plusieurs fois, mais réparé à chaque fois. Et donc on a des solutions pour aller voir depuis l'intérieur de la VM si on est bien sur une version qui n'a pas été cassée du système. Et donc, ça permet aussi, si on veut avoir des modèles privés, on pourrait les mettre dans des confidential VM et à ce moment-là, personne ne peut aller voir son modèle. Ok, c'est plutôt sympa. Écoute, moi je trouve que vous avez quand même un joli time to market. Est-ce que tu nous rappellerais quand est-ce que ça a été créé Aleph? Je ne sais pas si tu l'as précisé à ton introduction, je ne pense pas. Non, effectivement. Alors, le projet Aleph a commencé à être développé en 2019.
Et donc, au début, c'était le beer market, hein, pas celui-ci, mais celui d'avant. Donc, c'était un peu dur au début, honnêtement. J'étais tout seul à plein temps sur le projet. Il y en avait d'autres qui étaient en part-time. On était déjà une grosse équipe, mais j'étais le seul à pouvoir être vraiment à plein temps. Je me payais pas d'ailleurs du coup. Et donc après, petit à petit, on a lancé un token, on a réussi à lever des fonds, etc. 10 millions, non, je crois. J'ai vu une publication de 10 millions peut-être de dollars, ou je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Donc, j'ai Quand créé ça? l'entreprise en 2020 et on a fait effectivement une levée en fin 2021, début 2022 de 10 millions de dollars. Ah, là, le marché était plus chaud. Voilà, Ok, exactement. ok. Oui. Il y a des partenariats, il y a des gens qui te demandent. Là, on va entrer. Mais écoute, c'est pas mal. Donc moi, j'ai compris un petit peu. Alors, je prétends pas avoir compris le fonctionnement intime de la bête, mais en tout cas, la proposition de valeur, je pense l'avoir comprise. Là, on va entrer dans les questions peut-être un peu plus business. Donc le time to market, il a l'air quand même bien en ce moment avec du cloud computing décentralisé et l'émergence de l'AI. On est plutôt pas mal. Est-ce que voilà, il y avait les partenariats. Donc je vois attends, hop, il y avait Ubisoft, toujours, hop, je vais Ouais. faire monter la question. Alors oui, toujours en partenariat avec Ubisoft, bien sûr, on bosse beaucoup avec eux. Ils ont annoncé des nouveaux NFT, a priori, seront hostés sur Aleph toujours avec des NFT dynamiques, comme ceux avec quoi on avait déjà travaillé avec eux dans le passé. Si je me trompe pas, c'est Champions Tactics, le nom du jeu. En gros, les en fait NFT dynamiques, c'est-à-dire que à la volée, il va y avoir une VM serverless Aleph qui va se lancer. Et en fait, au moment où on va aller demander les métadatas du en fait NFT, c'est-à-dire que l'ownership du NFT il est toujours on-chain, bien sûr, mais la partie metadata, c'est-à-dire le nom, la description, etc., elle est générée à la volée par une VM Aleph, basée sur des données qui sont vérifiables aussi sur le réseau. Et donc, là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi un VRF qui est venu sur le réseau, c'est-à-dire Verifiable Random Function. Donc, en fait, on peut avoir des nombres random vérifiables à un instant T. Donc, en fait, par exemple, si on a un mint on-chain, on n'est pas obligé de faire le VRF on-chain. On peut dynamiquement voir ce qui se passe on-chain et créer des VRF off-chain. Et les métadatas vont se baser sur les chiffres du VRF off-chain. Ok. Donc en fait, vous traitez de données on-chain quelque part. Alors, vu qu'on a aussi des indexeurs on-chain grâce au travail qu'on avait fait par exemple sur Solana, on avait indexé énormément de projets Solana, on a aussi porté sur Ethereum, Tezos, etc. Et donc du coup, on peut, à partir d'un événement on-chain, créer des choses off-chain et même créer un chiffre VRF, créer des entrées de metadata, etc. Ok, donc c'est intéressant. Ça répondait un petit peu à cette question, le lien entre le NFT et le gaming. Parce que c'est vrai que vous collectionnez tous les buzzwords quand même. Donc ça, c'est Ouais. c'est à la fois une qualité, mais c'est à la fois effrayant aussi, tu sais. Voilà. Après, ce que je peux dire, c'est qu'on travaille très dur et donc c'est pas que du buzzword. Il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Et donc voilà. C'est pas juste du buzzword pour le buzzword. C'est qu'en fait, souvent, quand il y a le buzzword, c'est qu'il y a un vrai besoin derrière, comme par exemple sur l'IA. Il faut que l'IA soit décentralisée parce que sinon, si on donne tout le contrôle de l'IA à en fait une seule entité comme en fait OpenAI, cette entité-là a toutes les données du monde et ça va pas. Techniquement, hein, c'est ça. Donc, il vaut mieux décentraliser la donnée du monde et tous les gens qui vont vouloir utiliser. Parce qu'en fait, sur l'IA, c'est pas tant que le chat directement, c'est les API qui sont importantes. Il y a plein d'entreprises qui ne vont plus utiliser un AWS ou autre, ils vont juste utiliser des en fait API d'IA pour faire tout le travail. Et c'est aussi de l'infrastructure. Donc quelque part, ça rentre dans le giron de Aleph.im d'avoir de l'IA aussi. Sur le gaming, vu qu'on fait du computing sur le Web3, ça a du sens de faire du gaming. Il y a par exemple un truc sur le gaming qui m'a toujours... je pense que c'est un vrai use case. C'est un truc sur lequel on n'a pas encore de use case concret aujourd'hui, sur lequel je veux aller. On entend tous parler de en fait éditeurs de jeux vidéo qui sont obligés d'éteindre les serveurs d'un jeu parce qu'il n'y a plus assez de recettes sur ce jeu. Ça arrive et donc on se retrouve avec plein de joueurs qui sont dégoûtés parce qu'ils ne peuvent plus jouer. Et
Si ce computing-là, il était sur le réseau Aleph, rien n'empêcherait aux utilisateurs de faire une DAO, de se cotiser via une DAO et de payer pour ce computing et de garder le jeu en vie. Donc ça, c'est vraiment aussi un use case pour le gaming de l'infrastructure décentralisée, quoi, clairement. Ok, permettre à n'importe qui de faire tourner le jeu qu'il aime. Exactement. Ouais. Et ah oui, alors là, il y a une petite question business. Est-ce que des partenariats avec Crossy ou pas? Enfin, ça, c'est Non, on n'a pas aujourd'hui de contact, malheureusement. Ok. Et est-ce que tu vois, alors moi je suis curieux aussi maintenant du business model en fait. Comment donc du business model et évidemment les tokenomics de Aleph, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Sans doute l'un et l'autre sont liés. Comment on paie les requêtes. Donc on a vu que les nœuds du réseau étaient, ils avaient une caution en Aleph à donner, ils avaient une rémunération en Aleph. Donc ça c'est la distribution, je suppose initiale des jetons. Enfin comment ça, quel est votre pourquoi vous avez fait une levée de fonds, mais sur la base de quel business plan derrière, hein? Je suis assez curieux. Alors, du coup, sur cette partie-là, donc on a le token Aleph, qui est en gros le cœur du réseau, parce que tout sur le réseau est payé en Aleph. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le holder tier, où en fait on va juste hold des en fait, tokens Aleph pour avoir de la ressource. On a une pool du réseau qui est l'incentive pool, c'est-à-dire que la supply totale de Aleph n'augmente pas, elle est fixe. Ok, elle est de combien? Aujourd'hui, elle est de 500 millions de tokens Aleph. On est aujourd'hui à une circulation d'à peu près la moitié, grosso modo. Et une énorme partie du reste est dans l'incentive pool qui va servir à payer les incentives du réseau. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle le en fait minimum wage, qui est en fait la paie minimale pour les computing resource nodes, où ils vont pouvoir être payés donc quoi qu'il arrive. Et de l'autre côté, on va avoir le holder tier où il suffit de en fait garder des tokens Aleph pour avoir du service sur le réseau, pour avoir des VM, pour avoir du stockage, etc. Donc ça, c'est le business model actuel. Donc l'un paie l'autre, ça fonctionne bien. Ce qui va arriver dans le prochain mois en version alpha et bêta début d'année, c'est le pay as you go, c'est-à-dire qu'on va payer au fur et à mesure. Donc quand on va demander une instance, on va créer un flux de paiement. Donc mettons qu'on choisisse une instance à un endroit, le propriétaire du nœud dit bah moi par en fait unité de calcul, c'est en fait un CPU, 2 gigas de RAM et X gigas de stockage, si je me souviens bien. Donc il va dire bah moi par unité de calcul, je veux être payé X Aleph par mois ou X dollars par mois, mettons. Donc basé sur ça, l'utilisateur il va créer un flux de paiement au moment où il va demander son instance. Et donc, il va créer 80% de ce montant vers l'opérateur du nœud et 20% vers le community pool. Je vais en parler dans un instant. Et donc, du coup, le nœud en question, il va vérifier, il va dire, OK, on m'a demandé de créer cette instance. J'ai tant qui arrive, qui est en fait débité à la milliseconde. C'est bon, je crée l'instance, tu peux y accéder avec ta clé SSH, vas-y, connecte-toi dessus, tu as une IPv6 direct pour y accéder. Et donc, il a son instance, un peu à la Digital Ocean, sauf qu'il aura créé via la blockchain un flux de paiement. Donc il y a 80% qui vont directement vers le propriétaire du nœud et 20% qui vont vers le réseau, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près, les chiffres sont encore en train d'être pensés et fine-tunés et en fait adaptés finement. Donc à peu près la moitié va aller vers les core channel nodes et leurs stakers. Et sur l'autre moitié, il y aura la moitié qui va aller pour le développement du réseau, donc sur une DAO ou pour l'instant vers l'entreprise, et l'autre moitié qui sera probablement burn au fur et à mesure. Je sais qu'on aime toujours les burns, les buybacks, ce genre de mécanisme, c'est toujours à apprécier. Bah là, en l'occurrence, c'est pas un buyback ou un burn opéré par nous, c'est automatique par le réseau. C'est-à-dire que en fait, dans les flux de tokens gérés par smart contract, il y a une partie qui va être automatiquement détruite au fur et à mesure. Et en fait, l'idée, c'est de contrebalancer l'émission de tokens qui est de l'autre côté pour l'incentive. En fait, la raison pour laquelle on a aujourd'hui
un minimum wage ou une façon minimum de payer, c'est parce qu'on a solde de tir. Et aussi que c'est comme quand Uber va aller se lancer sur une nouvelle ville, il faut qu'ils aient des en fait, véhicules qui tournent en continu pour Ah quand oui, les bien sûr. gens vont en demander un. Ben là, Non, c'est mais pareil, il faut qu'il y ait des machines qui tournent pour quand quelqu'un voudra une instance. Non, mais tu bootstraps un réseau par l'inflation. Enfin, Bitcoin aussi a Exactement. été, si tu regardes le modèle de rémunération, pour l'instant, des mineurs sur le réseau Bitcoin, c'est majoritairement, alors sur Ethereum, non, parce que tu as beaucoup d'usage et d'utilisation, mais Ouais, sur Bitcoin, c'est clairement l'inflation qui a bootstrappé l'ensemble, hein. C'est pas, bah oui, même s'il y a des frais associés à chaque transaction, ça reste largement minoritaire. Donc, l'inflation est un mécanisme de airdrop, mais qui peut être un piège aussi, comme on va retrouver sur Atom. C'est-à-dire que si tu as une inflation de 20% ad vitam aeternam, bon, voilà. Et c'était intéressant avec Ethereum, la transition qu'ils ont fait, voilà, avec un savant mélange de burn, d'émissions, de voilà. Et ok, c'est moi ce que j'ai pas trouvé, donc c'est quand même lié, disons que le business model est quand même lié à donc il y a un token évidemment qui permet de créer donc une inflation, ce qui fait que ça attire des providers de ressources qui mhm, seront disponibles quand il y aura une requête qui elle est de l'usage et donc crée finalement une économie et un revenu plus pérenne on va dire. Et c'est cette ouais, transition que vous devez effectuer, en fait, de modèle essentiellement rémunéré par l'inflation vers un modèle essentiellement rémunéré par l'usage, je suppose, hein, exactement, c'est c'est la ça. vision. Et j'ai pas réussi à trouver facilement de métriques d'utilisation, c'est-à-dire à monitorer, parce que je sais pas comment je me demandais, alors après, je sais pas comment on pourrait voir les requêtes qui sont faites, ou tu vois, comment, Bah, c'est ça tout le truc, c'est que on voit sur l'explorateur le nombre de VM créés, le oui, nombre de choses créées, mais en fait, une VM, il peut y avoir des milliards de requêtes dessus. C'est pas vu par le réseau parce que ça arrive mhm, directement sur le nœud qui le fait tourner. Et donc le ouais. réseau ne le voit pas. C'est-à-dire qu'en Mais fait, donc c'est pas, c'est un réseau d'orchestration Web 2. Alors, en fait, c'est un réseau Web 3 d'orchestration Web 2, en gros. oui, mais tu vois, Et c'est pénible. C'est pénible pardon? parce que du coup, c'est pénible parce que du coup, c'est pas facile de spéculer sur Aleph, comme c'est pas facile de spéculer sur The Graph ou même sur ces jetons Link. Enfin, je m'amuse hein, quand je te dis ça, mais c'est pas évident de d'observer le product market fit. En fait, c'est ça que Alors, j'ai quelques quand même stats juste sur le nombre d'appels. Par exemple, sur les API de Libertai, par exemple, on va voir, ah ouais. Mhm. typiquement, s'il veut bien charger. Parce que par exemple, il te suffit d'un cas d'usage successful, tu vois, utilisant votre stack technique, votre réseau et votre infra, et Ouais. ça drive, voilà. Donc, quels sont les plus gros cas d'usage en ce moment? Libertai, par exemple, c'est une des apps. Ouais, Est-ce qu'il y en a c'est d'autres? une des apps. Par exemple, on a des pics à environ 3000 requêtes par heure, en Ok, gros. En fait, il y a une grosse partie de la journée, on est à 3000 requêtes par heure que sur des Libertai, par exemple. Donc, c'est pas non plus ouais. énorme par rapport au Web 2, mais Je- pour une appli Web 3, c'est pas mal. J'ai aucune idée tu sais, c'est le problème des chiffres, c'est qu'il faut les comparer à d'autres. Là, Ouais, ouais. je navigue un peu à vue. Mais écoute, en tout cas, merci pour ces stats, hein. Moi, écoute, en tout cas, sur la Raspberry, j'ai vu aussi que vous avez été listé sur les plus gros exchanges, hein. Donc, il y a Coinbase, KuCoin, félicitations. Donc, ça s'est fait quand, ça? Alors, KuCoin, c'était en 2020. Ouais. Coinbase, c'était en 2022, Ok. fin 2021, pardon. Ouais, fin 2021, si je me trompe pas, Coinbase. Fin 2021 ou début 2022, je sais plus exactement, il faut que je vérifie, mais ouais, c'était dans ces eaux-là. Après, on est aussi sur MXC, Gate, etc., qui sont Ouais. aussi d'autres gros exchanges. Donc, on est un peu partout. Après, honnêtement, là où on a le plus de liquidité, ça reste Uniswap, Ok. euh, mine de rien, parce que bah, c'est les DEX en fait qui ont le plus de liquidité aujourd'hui. Vraiment. Bon, ok. Mais en tout cas, je te remercie pour ce tour d'horizon. Alors, hop, c'est disponible sur Solana? C'est disponible sur Solana? J'ai pas. Alors, c'est disponible sur Solana via un token wrappé Portal Wormhole et on a aussi de la liquidité là-bas. Surtout ne pas se tromper pour le token Solette qui avait été à l'époque wrappé. Au moment où on est arrivé sur Solana, c'était le wallet de référence Solana qui était Solette, qui avait Oui. wrappé le token.
d'eux-mêmes. Et nous, au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, mais non, on pourrait pas en avoir un autre quand même. Et donc, on a demandé à tout le monde de passer du token wrappé Solid au token wrappé Wormhole, parce que Wormhole est décentralisé, Solid était extrêmement centralisé par Alameda FTX d'ailleurs. Donc, Oh. c'était voilà. Donc, ne vous trompez pas. Si vous voulez le prendre sur Solana, c'est vraiment le token wrappé Portal Wormhole, et qui lui est toujours échangeable 1 pour un token sur Ethereum. Et donc là, on est aussi en train de voir pour le reconnaître en tant que token natif, le token Wormhole Portal par le réseau. Ok, mais merci pour ce point. Ne pas confondre aussi Aleph et Aleph 0. Donc, quand on. Ouais. Et, Voilà. et ni non plus Alephium, qui est encore Ouais. un autre Oui, projet. c'est vrai, bah, ça c'est des erreurs classiques, mais écoute, en tout cas, moi je te remercie pour ce tour d'horizon. Merci à Euh, toi. Hop, alors moi j'allais te poser, ouvrir un petit peu sur les sujets que tu affectionnes. Donc c'était en fait le bullshit ou bullrun et la phase. Et j'aurais aimé que tu me parles en fait des différents projets crypto et AI parce que bon, voilà, l'intelligence artificielle c'est quand même le topic chaud du moment. Que toi tu observes, enfin que tu es dont tu es un observateur attentif et voilà, il y a différents. Alors moi je ne me prétends pas du tout expert sur ce truc-là. Évidemment, ça m'intéresse, voilà, de façon très intéressée d'ailleurs. Euh, Mm. qu'est-ce que tu trouves être comme des solutions pertinentes, ce qui n'est pas un conseil d'achat, qui ne préjuge pas du futur, mais voilà, moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des renders, j'ai vu des Tao, j'ai vu de quoi des fêtes, ensuite il y a les solutions de stockage. J'ai lu par exemple les papiers de notre ami Arthur Hayes qui sur le computing, tu vois, tout le monde est d'accord que en fait le fait que l'AI soit décentralisée, ce soit plutôt une bonne idée pour ces problèmes de neutralité, de prise de position politique et ce genre de raisons. Ça, on est d'accord. Mais en fait, trouver des solutions qui aillent dans ce sens-là pertinentes, c'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui s'en réclament. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu as observés, voilà, dans cette verticale-là et dont tu voudrais parler, tu vois, tout simplement, qui ne sont pas forcément reliés à Aleph ou qui le sont, auquel cas. Alors, il y a pas mal eu de hype sur des tokens IA dernièrement. Euh, Mhm. Pas mal quand même, honnêtement. Et Euh, bullshit ou bull run? il y en a plein. Alors, justement, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un Français, qui est aussi sur DeFi France et autres, qui a commencé à utiliser les API Libertai sur Aleph, et qui me dit, bah, je suis content, c'est la seule IA qui fonctionne vraiment en décentralisé. Tous les autres, il y a beaucoup de hype, les tokens montent et tout, mais ça fonctionne pas. Donc, Donc, bullshit and bull run. C'est-à-dire que c'est c'est les un deux peu en ça. même Bah, temps. c'est bull run pour eux Deux parce que bull ça run monte. de bullshit. Voilà, bullshit parce que ça fonctionne pas. Moi, C'est je un peu connaissais ça. la boule de neige, on n'est pas tout à fait sur une boule de neige là. On est Voilà. plutôt sur un bullshit qui roule et qui Alors, il grossit. y en a plein. Et il y en a plein aussi qui, en fait, se disent de l'IA blockchain, machin, et tu grattes un peu, ils utilisent les API, ils utilisent les, en fait, API en fait, OpenAI. Ils utilisent Ouais, GPT derrière. Ok, ouais. c'est totalement centralisé, je vois vraiment pas Alors, l'intérêt. ouais, mais est-ce que tu nous ferais, parce que moi, étant donné que je suis noob, donc là, tu nous donnes des. Est-ce qu'il y en a que tu aimes moins, que tu donnerais les noms, name dropping un peu, je veux dire, sur ce que tu aimes moins, sur ce que tu aimes plus. Alors, par exemple, ceux qui font ça et qui utilisent OpenAI derrière, c'est ChainGPT. ChainGPT, par exemple, Ok. ça utilise OpenAI. La dernière fois que j'ai regardé, ça l'utilisait. Après, il y a beaucoup de hype derrière et je n'ai pas encore vu grand chose qui fonctionnait, mais c'est BitTensor. Ok. Euh, Tao, voilà, Tao. El Il n'y a pas Famoso. grand chose qui fonctionne aujourd'hui. Et c'est sur celui-là qu'on m'a dit ça l'autre jour. Donc, j'ai été voir. Bon, le projet est intéressant. Ben, Voilà. Donc je veux pas non plus me mettre toute leur communauté à dos, c'est pas mon but, hein, mais voilà. Donc voilà. Après, il y a il pourrait plein s'en de. devenir. Alors, à l'heure actuelle, il y a plus de hype que de production, mais après, tu sais, fake it until you make it, hein. On est Donc, d'accord. Make it until you make it. Après, j'espère qu'un jour, pourquoi pas, il y aura un token Libertai aussi. Et celui-là, je serai ultra bullish dessus. Mais ben moi aussi. Mais écoute, ça serait. Alors après, j'ai vu d'autres trucs. Donc, c'était quoi dans la verticale du storage? ouais. Alors, Euh, ouais. il y en a plein qui parlent de ça. Alors, il y a plusieurs parties sur le stockage.
Dans la verticale du storage sur l'IA, pareil, bullshit ou bull run, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le stockage des modèles. Okay. Ça, c'est du stockage de fichiers relativement simple. Tu supportes IPFS, ça fonctionne. Le réseau Aleph le supporte, ça peut marcher. Tu pourrais même les mettre sur Arwi, Vacage, enfin, un peu partout, en fait, tes modèles. Tant que tu as du stockage de fichiers et que tu peux y accéder, ça fonctionne. Voire même sur Greenfield de en fait BNB Chain, ça fonctionne très bien. Je crois même qu'ils ont des projets là-dessus. Ok, mais c'est du stockage de fichiers. C'est des gros fichiers. Ok, un mot fichier pour le modèle, allez, 4, 5 si vraiment c'est un gros modèle, mais c'est tout. Ensuite, tu as les images de VM, ok, du stockage relativement simple toujours. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est ce qu'on appelle le Resource Augmented Generation. On avait un petit peu parlé tout à l'heure, avec les fonctions qui permettent d'aller accéder à Internet, accéder à Wikipédia, etc., depuis un modèle. L'idée du Resource Augmented Generation, c'est que soit dans le texte qu'on pose comme question, on trouve nous-mêmes les mots-clés, soit on demande à l'IA de faire un appel, et là, on va les rechercher dans une base de connaissances pour trouver l'information qui est en dehors du modèle. Donc, soit on utilise des moteurs de recherche Internet, soit on utilise un graphe de connaissances quelconque. Donc là, il y a en fait Zgraph qui dit travailler sur un graphe de connaissances du monde pour les IA. Je suis pas sûr que GraphQL soit le meilleur modèle pour ça, donc j'ai un petit doute, mais peut-être qu'ils vont y arriver. Je ne sais pas. Ils disent y travailler en tout cas. Après, encore une fois, est-ce que c'est pas juste une façon de rajouter un buzzword au projet sans vraiment le faire? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont vraiment le faire. J'attends vraiment de voir ce que ça donne. Référence à The Graph, c'est ça? Pardon? Là, tu parlais de qui? De quel? The Graph. Ouais, The Graph, ouais. Okay. Qui en fait veut travailler sur la partie retrieval d'informations, enfin la partie pour retrouver des informations, pour les rajouter en tant que contexte au moment de la génération. Il y en a d'autres comme ça. Il y avait une alternative à The Graph, j'ai oublié son nom déjà. Ouais, non, mais il y en a énormément. Et honnêtement, Aleph aussi, notre partie indexing peut être aussi une alternative à Zgraph sur plein de trucs. Après, c'est pas notre cœur de métier, ça reste une partie du métier où en fait on a fait un framework open source pour l'indexing et les gens peuvent le déployer sur notre cloud. C'est pas notre cœur de métier vraiment. Mais le truc, c'est que t'en as énormément qui veulent dire peut faire un truc pour l'IA. Après, le graphe de connaissances que tu vas avoir, c'est pas celui de la blockchain, celui du monde qu'il te faut. Et donc, celui du monde, en fait, c'est des moteurs de recherche qu'il te faut. Donc, ceux qui arriveront à avoir une donnée suffisamment grosse et facilement requêtable pourront, pourquoi pas, prétendre à une aide pour l'IA. Et donc, ça pourra très bien fonctionner avec des protocoles comme en fait Liberty sur Aleph ou d'autres. Ça pourra aider. Après, c'est une annexe, mais qui sera utile. Ok. C'était Covalent, je pense, l'alternative à The Graph à laquelle je pensais. Donc, bon, ça, je pense que tu avais répondu. En tout cas, ben moi, ça me semble pas tout à fait pareil, hein, mais. Philcoin, c'est vraiment pour du stockage brut. Aleph fait beaucoup plus que ça. GRT, c'est pas tout à fait la même chose pareil. Voilà, hop. Ah tiens, ce petit VS Render. Alors moi, j'ai survolé Render, mais j'ai aucune idée en réalité de ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait une traction de marché importante. J'ai vu les buzzwords, mais je connais pas. Je suppose que tu as observé un peu plus. Alors pareil, Render, c'est du partage de en fait calcul graphique, calcul sur GPU. Ça c'est pas fait pour l'inférence directement. L'inférence qui est la génération en temps réel. Donc ça peut être utilisé pour faire apprendre des modèles. Je crois qu'ils y travaillent. Aujourd'hui, c'était pas tout à fait utilisable mais je crois qu'ils y travaillent effectivement. Honnêtement, encore une fois, je vois pas de malice là-dedans. Ça pourrait très bien fonctionner. Aujourd'hui, c'est pas tel quel pour l'IA, mais peut-être qu'ils pourront y arriver. Honnêtement, ils ont le réseau avec des GPU. Il n'y a pas de raison qu'ils y arrivent pas. Hein. Donc voilà. Donc pourquoi pas sur ça. Aujourd'hui, sur l'inférence, je les vois pas vraiment arriver, mais peut-être. Voilà un petit peu. Donc, pourquoi pas. Ok. Alors attends. Pas con, rien de.
Je fais un petit retour en arrière, désolé, j'aurais dû le suivre plus tôt. Il y a un NGCO qui a l'air d'être bien embêté. Donc par rapport justement au bridge sur Solana du jeton Aleph en passant par Solette à l'époque, enfin le wrap, il a une question. Alors en fait, on le voit partout sur tous les explorateurs en tant que SO Aleph, comme Solette. Si on a du SO Aleph, c'est l'ancien. Si on a du W Aleph ou du P Aleph, c'est le bon. Voilà. Ok. Et en cas de SO Aleph, qu'est-ce qu'il faut faire, la procédure? Malheureusement, pas grand-chose parce que les réserves en fait Aleph côté Ethereum sont passées, je pense, dans la liquidation à l'Alameda. Ok, bon, mais c'est pas bon. C'est Voilà. une mauvaise nouvelle si vous voyez un À ignoble SO moins Aleph. qu'ils aient des trucs comme ça de l'autre côté, mais bon, voilà. Ok. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y avait une petite différence avec iExec? Moi, c'est une question que je me posais. Alors, iExec, ils sont. Alors, au début, ils étaient vraiment sur des longs calculs. Là, ils commencent un petit peu à changer. Maintenant, ils sont vraiment sur le confidential computing pur. Donc là, sur la partie confidential computing, c'est un peu, on va un peu dans la même direction, parce qu'eux sont vraiment partis, je crois, sur les trucs de chez Microsoft et donc en cloud Microsoft. Oui, c'est vrai. Donc, bah, c'est plutôt centralisé. Donc, c'est encore une fois pas tout à fait la même chose. Pas même proposition de valeur. Très bien. Ben là, je t'ai un petit peu travaillé. Donc, c'était sur ces verticales, donc storage, computing, tout lié à l'AI. Est-ce que toi, tu as t'as des petits coups de cœur dans cette verticale-là ou pas? Hormis Aleph, évidemment, parce que ça compte pas. Alors, honnêtement, je n'en ai pas spécialement aujourd'hui dans la verticale IA. Ok. Encore une fois, c'est un peu tôt, je pense. La plupart des projets sont plus bullshit que bullrun à mes yeux. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas monter. L'un n'empêche pas l'autre, sachant, et c'est toute la beauté des cryptos, c'est que le bullshit n'empêche pas le bullrun. C'est ça. Donc aujourd'hui, la plupart, j'aurais tendance à dire que Bon, plutôt du bullshit. Mais après, ça peut très bien monter. Honnêtement, j'ai vu tellement de trucs nuls qui sont montés que je ne sais pas. Et c'est un oui. peu mon gros problème. Les mêmes coins, en sont Ah oui, l'exemple. C'est-à-dire que parfois on vient pour l'entertainment, on vient pour le spectacle, c'est ça. on vient pour les sensations. Donc voilà, hein, Ouais. ok, d'accord. Mais en termes de, soit c'est trop tôt, voilà. Pour rester poli, disons que dans la plupart des cas, la promesse n'est pas encore réalisée, mais peut-être Elle n'est atteindra pas bien. encore réalisée. Peut-être qu'elle le sera. Et c'est vraiment tout, en fait, ce que je leur souhaite. Ok, est-ce qu'il y en a que tu trouves franchement nuls? Quelques mises en garde? La Jamais, hein. plupart des GPT quelque chose en général, ils avaient essayé de surfer sur la vague du non GPT, alors que GPT est un truc très centralisé. De base, Ouais. voilà. Ok, ça c'était bien. Ensuite, tu avais d'autres. Alors, les intégrations avec Solana, donc ça, vous aviez pas mal travaillé. Est-ce qu'il y a des projets sur différents écosystèmes? Est-ce que tu as des petits coups de cœur? Ben, ça, alors là, ça sera. On arrive sur la fin du live en fait. Donc là, on passe aux questions crues. C'est ton portfolio. Toi, quelle est ta stratégie crypto? Quels sont les écosystèmes que tu regardes? Je demande jamais combien, mais je demande toujours quoi. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu accumules, qu'est-ce que tu n'accumules pas, quelle est ta stratégie personnelle en fait, hein. Alors, j'ai quand même souvent tendance à essayer d'accumuler les trucs des gens que je connais. Donc, c'est tous les gens de DeFi France, j'essaie d'accumuler leurs projets, les tokens de leurs différents projets. Un peu de name, Clairement, pardon? un peu, un peu de name dropping, tu vois, pour Oui, assurer. bah, du coup, AAV, Paraswap, Ok, bah, ça c'est les classiques. Jarvis, etc., hein, tous les usual suspects. J'aime bien leur projet, j'aime bien. C'est sur le real Voilà. yield. Là, c'est du real yield, la thématique. C'est-à-dire que c'est d'essayer d'avoir des rendements sur, non pas justement de l'inflation, mais sur de l'usage, qui serait Ouais, les qualités, par exemple, Paraswap, c'est une de ces qualités. C'est-à-dire que ouais, si tu regardes, en fait, ils ont un volume de trade qui passe par Paraswap qui est quand même important, et il y a une redistribution, en fait, des fees qui reçoivent à l'occasion de ces trades aux détenteurs du jeton qui stake. C'est quand même pas mal, par exemple. ouais, clairement. Ce qui ne veut rien dire, hein. Encore une fois, c'est pas les conseillers d'investissement, tout ça, mais c'est intéressant. C'est ta stratégie personnelle. OK. Voilà. Après, j'ai du Solana. OK. Bah là, Historiquement, parce que j'ai été pas mal dans l'écosystème Solana avec Aleph, etc. Donc, j'ai du Solana. J'ai quelques projets Solana.
La plupart que j'ai achetés en plein bull run précédent et qui sont très bas, qui commencent un peu à remonter, mais bon, bah après c'est comme ça. Après, j'ai plein de petits projets à droite à gauche sur lesquels je mets un petit peu, soit parce que je crois dans les personnes, soit parce que je me dis tiens peut-être que cette thématique va monter à un moment X ou Y. Après, je regarde pas mal des écosystèmes par rapport à leur traction. Il y a un écosystème qui est un peu tapé dessus, mais où je trouve que niveau machine marketing, ils ont un truc assez gros, c'est Avalanche. Ok, Une grosse machine marketing et pourquoi pas, ça pourra pourquoi pas reprendre. Donc c'est un truc que je veux un peu renforcer dans les prochains ok. mois. Un écosystème sur lequel je suis assez bullish, c'est Gnosis Chain. Oui, oui, qui est bien monté d'ailleurs. Tous les OG le disent. Il y a pas mal de d'apps qui se déploient dessus, donc oui. C'est ça. Donc, je le vois arriver un peu en sous-marin. Donc, je me dis que je n'en ai pas encore, mais encore une fois, tout comme Avalanche, je me dis qu'il faut que je me renforce un peu dessus. Voilà un petit peu. Parce que, attends, je t'ai demandé ce que tu as et ce que tu aimerais avoir. Parfois, c'est différent. Malheureusement, on les. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas toujours le temps de faire les trades que je voudrais. Et évidemment, parce que Et, tu développes un produit. et honnêtement, ça m'a sauvé plein de fois. C'est-à-dire qu'en fait, je prends tellement de temps pour y arriver que le truc a déjà explosé en vol. Donc, je me dis, ah, c'était pas si mal. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que tu fais partie des invités aventureux. J'ai souvent beaucoup d'invités qui se contentent de rester sur Ethereum, voire Bitcoin. Et donc, toi, Ah tu oui, fais partie. j'en ai aussi, hein, mais Ah voilà. ouais. Et ouais. Et tu serais, mais toi, tu as quand même cet esprit un petit peu plus explorateur où tu vas tenter différentes. Donc, tu es intéressé, moi, de ce que j'ai compris, tu m'as dit Défi France, donc tu avais une affection particulière pour la finance décentralisée, Ouais. ce qui je trouve être une verticale qui est complètement naturelle en fait dans les cryptos. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la monnaie, c'est difficile, l'or numérique, c'est difficile de battre Bitcoin sur cette proposition de valeur-là, mais ensuite sur tout ce qui est la monnaie, c'est bien, mais il faut pouvoir la faire travailler. C'est inhérent à l'économie, donc en fait, ça va être prêter son capital, le faire travailler, en fait, tout simplement, c'est la défi. Donc parfois, c'est des rendements un peu arbitraires, parfois non, tu as de l'usage. Donc par exemple, un DEX, c'est complètement cohérent. Ok. Y a des... Alors attends, on revient, ben, hop, d'où vient le nom Aleph, tiens? Pourquoi Alors, lui? d'où vient le nom Aleph? Alors, il y a plein de raisons. Alors, déjà, c'est la première lettre de l'alphabet en hébreu, arabe, araméen, etc. Deuxième raison principale, en fait, c'est que en mathématiques, Aleph, c'est les cardinalités de l'infini. Et point .im, parce que c'est instant messaging. Et donc, c'est un instant messaging infini sur différentes channels euh, pour gérer un cloud décentralisé via ce messaging. Voilà. Ok. Voilà d'où vient le nom. Et hop, stratégie marketing. Donc ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé, donc c'est pour ça que je fais ressortir la question. Alors, c'est toujours un peu compliqué le marketing dans le Web3. C'est qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Ensuite, quelle est la cible du marketing? Parce qu'en fait, ce que les holders de tokens voudraient, c'est que la cible, ce soit les holders de tokens. Sauf que c'est pas la stratégie d'un projet d'aller que vers la spéculation. D'un projet, c'est d'avoir des utilisateurs. Et en Ouais. fait, autant la spéculation, ça retombe tout de suite, autant des utilisateurs, ça reste. Donc, nous, notre stratégie, c'est d'avoir le plus possible d'utilisateurs. Et donc, le plus possible d'utilisateurs, ça passe par des partenaires, comme par exemple Ubisoft. Ça passe par des hackathons, par des événements. On va avoir un événement d'ailleurs avec des étudiants début décembre. Vous pourrez retrouver les infos sur le Twitter d'En fait Aleph, qui est un plutôt bel événement. On prévoit aussi plusieurs hackathons avec des étudiants aussi en janvier. Ça, c'est une partie. Ensuite, du business development. En fait, aller parler aux gens, essayer d'avoir le plus possible d'utilisateurs sur Aleph. Une autre stratégie marketing, c'est aussi d'avoir des usages, comme par exemple Libertai qui build Et sur oui, Aleph. parce que moi, qui Ouais, suis un peu moins technique, en fait, quelle est indirectement ma façon d'utiliser la plus simple Aleph? Donc moi, j'ai vu Libertai. Est-ce qu'il y a d'autres applications tu vois, qui seraient accessibles à quelqu'un, un non technicien? Parce qu'après, il y a venir concourir, proposer de l'infra. Donc ça, j'ai vu, hein, les ouais. core Node Channel, enfin les core channel ou les compute ressource Node. Mais ça.
Ouais. Il y a aussi des places de marché de NFT sur Avalanche qui Ok. sont basées sur Aleph. Donc ça aussi, c'est une façon C'est d'aller quoi? trader et minter des NFT dessus. Ça les mine sur Aleph. Le nom? J'ai un trou de mémoire. Ok, bon, d'accord. NFT Marketplace. Je vais le retrouver dans un instant. Je suis désolé, j'ai un trou de Non. mémoire là, comme ça. Je vais le retrouver dans un instant. Surtout qu'en plus, j'ai moi-même mis en tant que angel investor dessus, parce que Mais ça, c'est tout de même. il- Tu sais que moi, j'ai écrit un livre, une fois, j'avais oublié son titre, hein. ah oui, bon bah voilà. Son titre exact, mais ça peut arriver. La question sur ça, tu en étais à finalement, c'était les actions marketing et surtout vos besoins. Donc, moi, en tout cas, c'est la question que je te pose, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Donc, comment participer à Aleph? Comment rejoindre, en fait, cet écosystème? Qu'est-ce que les gens peuvent apporter? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous cherchez des gens? Voilà, vos besoins. Quels sont vos besoins? Alors des développeurs, on en recherche toujours, des bons développeurs en plutôt Python. On a pas mal de code base en Python aujourd'hui et en TypeScript. Ensuite, ce qu'on recherche, c'est des utilisateurs. Donc, commencez à jouer avec. Si vous avez un projet où vous voulez faire de l'IA, bah, jouez avec. Utilisez les API de Libertai. Vous avez besoin de serveurs, essayez de créer des instances sur Aleph. Voilà. C'est en fait de l'usage, tout simplement. Ok, ok, ok. Et parlez-en aussi de Aleph autour de vous. Faire toujours un peu Est-ce de que, pub. est-ce que tu penses que l'usage de Libertai pourrait être récompensé? Probablement, oui. Comme je disais, la partie Connect Toilette, où on pourrait être rémunéré au fur et à mesure de ce qu'on utilise le truc. Je pense que c'est quelque chose qui sera le cas. Après, tout le monde demande airdrop, 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 airdrop. C'est pas moi qui vais en décider de ça sur Libertai, mais ça me semblerait logique qu'il y en ait. Ok, bon, ben voilà, ça fait toujours plaisir, ça. Et, ben écoute, moi, je pense qu'on a fait quand même un joli tour de l'écosystème. C'est un projet que nous allons suivre et moi, je serais ravi de te réinviter à l'occasion, voilà, tous les ans, pour voir où l'aventure se porte. En tout cas, Bah, c'est un avec beau grand projet. plaisir, merci beaucoup. C'est un beau projet qui s'est bien développé, donc moi ça m'a fait très plaisir d'avoir des nouvelles sur ça et puis aussi ton éclairage plus général sur tout l'écosystème, l'AI, le gaming, voilà. Donc merci encore Jonathan Merci à d'être toi. dans ce jeu. Merci à tous ceux qui ont écouté et, euh, et voilà, mais que le bull run te porte. Merci beaucoup.